Aujourd'hui, je reçois Sébastien Le Foll pour son essai intitulé « Reste à ta place ». C'est publié par Albin Michel. Et c'est un essai sur le mépris. Pas une énième explication du film de Jean-Luc Godard, mais vous analysez à travers des témoignages, à travers votre vécu également, ce que vous appelez une pathologie bien française. Alors, pourquoi ce livre? Pourquoi ce titre si combinatoire, Reste à ta place? Bonjour Luce Perrault. Si je devais réécrire toute la jeunesse de ce livre, il faudrait remonter à, je pense, bien des années en arrière dans ma vie, puisque... Dans votre enfance? Dans mon enfance, oui, j'ai, comme beaucoup d'auditeurs, sans doute, ou d'auditrices, j'ai entendu à l'adolescence... J'ai su très tôt que je voulais être journaliste. Quand j'étais en 6e, je me souviens, je m'étais fait offrir un magnétophone par mes parents avec un micro. Et j'organisais dans ma chambre des émissions de radio. Alors c'était sportif le plus souvent. Et j'ai entendu un jour, vous savez, j'ai surpris ces conversations qu'on surprend à l'enfance ou l'adolescence. Mon père discutant avec un de ses cousins qui était conducteur de travaux et qui lui demandait ce que je voulais faire dans la vie. Et mon père lui a répondu mais il va être journaliste, je crois. Il a l'air assez décidé. Et ce cousin lui a répondu, mais ce métier n'est pas fait pour des gens comme nous, tu devrais lui sortir cette idée de la tête. Et c'est vrai que 20 ans plus tard, un peu moins de 20 ans plus tard, quand je suis arrivé j'ai commencé par le Figaro, j'ai commencé un peu par la face nord dans ce métier d'ailleurs, qui était un monde très éloigné du mien. Je venais d'une famille assez modeste. Bretonne. Ma mère était fonctionnaire au chèque postaux, on disait à l'époque. Et mon père était représentant de commerce, il a eu un CAP de coiffeur. Et c'est vrai, quand je suis arrivé à Paris, vous voyez, c'est un peu comme quand je pense, le premier homme a mis le pied sur la Lune, quoi. Vous voyez, vous êtes un petit peu perdu, vous flottez, vous cherchez vos repères. Ou un persan à Paris. Oui, vous sentez ça, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas à votre place. Alors, on ne vous le dit pas forcément parce que ce livre, vous l'avez dit, il traite d'un mécanisme qui est à l'œuvre, un mécanisme collectif. Et qui bloque la société. Qui bloque la société française et qui n'est pas, finalement, qui était assez sournois. Parce que le mépris, Diderot disait, c'est un sentiment froid. Vous voyez, on ne vous dit jamais, c'est rare qu'on vous dise comme ça, reste à ta place de cette manière-là. Mais on vous le fait sentir. Et pourquoi on vous le fait sentir? Parce qu'il y a... dans la construction de la société française est stratifiée par ce mépris qui a plusieurs origines d'ailleurs. Ça remonte beaucoup même à l'Ancien Régime, à la société de cour, à une société d'ordre, très codifiée, une étiquette. Il y a un protocole qui plane au-dessus de nos têtes et de notre comportement, de notre vie sociale. Oui, mais enfin, au fronton de toutes nos mairies, de tous les bâtiments publics, il y a quand même affiché liberté, égalité, fraternité. Et vous dites que ce mot fraternité est un mensonge. Oui, c'est avec seulement la fraternité, mais je dirais que parfois la liberté et même l'égalité. Enfin, nous, en France, on parle beaucoup d'égalité. Oui, c'est un souci majeur. Sans savoir ce que ça recoupe. Moi, dans ce livre, je parle ça pour moi égalité des chances. Pour moi, c'est l'égalité des chances qui est importante. Je ne pense pas que nous avons tous nos spécificités, notre histoire, mais nous n'avons pas tous les mêmes moyens intellectuels, non plus. Pas les mêmes moyens. Et ça, au nom de ce qu'on appelle un certain égalitarisme, on voudrait que tout le monde soit dans le même moule. Et notre système, il a érigé ça, ce moule. C'est-à-dire qu'il y a un modèle français méritocratique qui est à la fois très scolaire et précoce. C'est-à-dire que l'obtention d'un diplôme dès le plus jeune âge, entre 20 et 25 ans, conditionne un peu votre place, votre statut dans la société française. Il faut être sorti d'une grande école et dans la botte, c'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux. C'est ça que vous expliquez. Parce que je montre parfois j'ai pas voulu faire à la fois un livre plaintif. Je ne participe pas de... On y reviendra. Et j'ai voulu un livre d'ailleurs qui soit un livre sur de volonté, un livre optimiste en même temps. Mais je montre aussi les ridicules de ce mépris appliqué à la société. Et ce ridicule, il m'est confessé par des grands, des hauts fonctionnaires, des gens comme Jean-Pierre Jouyet, que j'interroge sur le mépris entraînard, qui dit effectivement, moi qui n'ai pas fini
en tête du classement, je suis pris un peu de haut par ceux qui sont sortis majors de ma promotion. Alors, vous évoquez un certain nombre de figures assez emblématiques qui sont très connues des Français pour leur réussite. Il y a des scientifiques, il y a des hommes d'affaires, il y a des journalistes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas vécu ce mépris de la même manière, tous. Et par exemple, il y a les très sympathiques qui ont dépassé cela, comme François Pinault ou Fabrice Lucchini. Ils le disent avec beaucoup de distance. Ils racontent la condescendance avec laquelle ils ont été traités à leur départ dans la vie. Et c'est une leçon magnifique de réussite, au bout du compte. Donc, le mépris, la condescendance, si on y croit, si on veut y aller, ça ne suffit pas à bloquer. Oui, parce que je montre qu'il y a tout un paradoxe autour du mépris. C'est-à-dire que moi-même, si je n'avais pas été confronté à ce reste à ta place, sans doute je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que tous les personnages que j'interroge ont tiré de ces obstacles une énergie, une volonté d'en découdre hors du commun. Formidable. Ouais. Formidable. Et qu'ils ont réussi à transformer en moteur, en force. C'est vrai des personnages que vous décrivez, même si ce qui m'a frappé... Oui, mais ils le vivent bien. Ils le vivent malgré bien, tout. même s'il y a des blessures. Les blessures, moi, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs au cours de cette enquête, parce que j'avais choisi effectivement des personnages qui ont tous brisé... Très emblématiques. Emblématiques et qui ont tous brisé leur plafond de verre. Et je voulais savoir ce qu'ils en avaient fait. Et quand on les interroge, malgré tout, sur leurs blessures, les humiliations qu'ils ont subies, ils ont répondu d'ailleurs à mes questions avec une rare franchise. Il y a toujours, on voit quand même, sous le vernis, quand même, la marque au fer rouge qui est puissante, même chez les personnalités que vous avez citées. Mais c'est vrai que c'est toute la difficulté, parce que le prix de la réussite, le prix... je dirais presque le prix du mépris, il est parfois très lourd, très lourd pour certains qui peuvent le transformer eux-mêmes. Le méprisé devient méprisant, voilà. Et le méprisé peut être dans le ressentiment, l'aigreur, l'idée qu'ils doivent toujours... Les revanchards. Voilà, la revanche, ça c'est présent aussi chez certains. Ce qui est aussi un autre moteur. Mais donc je disais, il y a les très très sympathiques, il y a les antipathiques, on ne va même pas en parler, c'est pas la peine. Tant pis, on les laisse à leur amertume. Parmi ceux qui l'ont surmonté, nous en parlions, Rachel Kahn est quelqu'un qui a transformé le mépris en force, oui. en force, en luminosité. Oui, en force, mais en plus avec un sourire, des convictions formidables. Elle existe vraiment et elle se montre telle qu'elle est. Et je crois que c'est sa force. Elle ne triche pas. Et ce qu'elle affirme, ça correspond à ce qu'elle est et à son vécu. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a par exemple dans des personnages très, très importants dont on découvre les failles, Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux. Alors l'ogre est beaucoup plus vulnérable qu'il n'y paraît. Oui, et d'ailleurs... C'est très étonnant quand même, parce qu'on ne le voit pas en victime. Non, et il confesse quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai interrogé toutes ces personnes c'est une enquête où je les interroge sur beaucoup de thèmes, oui. Et notamment sur la revanche sociale. Parce que, comme dit à un moment Jacques Attali, la revanche sociale dans l'histoire, ça a donné Doriot, par exemple, Jacques Doriot, le collaborateur. Donc, la revanche sociale, ça peut mener très loin dans le ressentiment et dans ce sentiment de vengeance que nous évoquions à l'instant. Alors, Éric Dupond-Moretti, lui d'abord, il l'avoue, il dit oui, la revanche sociale, oui. Ça a été pour moi un moteur. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Oui, on sent de l'amertume encore chez lui. Et c'est vrai qu'il en parle. Alors, il est à la fois lourd, c'est blessé, mais il en parle quand même avec un certain humour. Quand il raconte qu'effectivement, une fois qu'il a le costume avocat, il trépigne avec une envie, il prend sa voiture, il part pour Paris, il fait le tour du périphérique, et il va avenue Montaigne, et il rentre dans une très belle boutique. Il s'achète une veste qui lui fait envie. Il a envie de se faire un cadeau.
parce qu'il est avocat, ça y est. Et puis il rentre, et puis effectivement, 2-3 jours plus tard, son banquier l'appelle en disant, mais monsieur Dupond-Moretti, il a dû avoir une erreur. Quelqu'un a acheté une veste dans une boutique de luxe à Paris avec votre chéquier. Mais il lui dit, c'est moi. C'est moi. Parce que, évidemment, le banquier ne pouvait pas imaginer que Éric Dupond-Moretti, lui, qu'il a connu comme ça, un peu fauché, puisse s'offrir cette veste. S'habiller chez Angaro. C'est très, très, très étonnant. Alors, Moretti, on le sent encore blessé, encore dans la revanche. Il y a aussi Xavier Bertrand. Lui aussi, c'est quand même le petit chose des Hauts-de-France qui dit « Ah oui, on m'a toujours mis à une place qui était celui qu'il fallait avec une tête d'assureur ». C'est quand même, là aussi, c'est très étonnant comme... Oui, d'ailleurs, mépris qu'il a ressenti en arrivant à Paris. Alors, l'un des moyens d'ailleurs de contourner ce mépris, c'est l'élection. Pour tous ces bien sûr. Que ce soit L'onction Bertrand, Darmanin, du peuple. qui a une histoire un peu similaire. Ah, Darmanin n'est pas dans le même... Non, il n'est pas dans le même registre, mais pour eux, l'élection a apporté ce qui leur manquait. C'est-à-dire, la reconnaissance. Il n'y avait pas les diplômes, mais il y a eu l'élection. Et être élu, quand même, député ou maire, c'est une sorte de... Il y a la validation d'un parcours, une reconnaissance. Mais c'est vrai que chez Xavier Bertrand, c'est puissant. On voit, c'est le moteur même de sa campagne aujourd'hui. Et il le dit, d'ailleurs, comment il a contourné ça en essayant de travailler. Parce qu'ils ont tous... Quelque chose qui est fascinant chez toutes ces personnalités, c'est leur persévérance, leur force de travail. Ce qu'ils n'ont pas, comme ils doivent, ils ont ce sentiment d'imposture. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent jamais vraiment à leur place. Jamais à leur place, mais le sentiment d'imposture, c'est puissant parce que, vous voyez, vous ne vous attribuez jamais les mérites de ce que vous faites, de ce que vous réussissez. Donc il faut toujours en faire plus que les autres, 10 fois plus, 100 fois plus. Et Bertrand, c'est ça, il explique, finalement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé à fond mes dossiers, j'en ai fait plus que les autres, au point de devenir... c'est le type qui bosse, qui arrange les bidons, et donc voilà, pour être reconnu au moins pour quelque chose. Alors, dans les politiques, il y a aussi Anne Hidalgo. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas un peu le storytelling pour les électeurs dans la complainte de la pauvre petite fille émigrée qui a vécu à la Duchère? Enfin, il y a un côté un peu pleurniche qui est un peu déplaisant. Ah mais vous avez raison, Luce Perrault, mais le danger pour moi dans cette enquête, c'était de me retrouver prisonnier, oui, d'un storytelling, comme vous dites. Alors après, dans la phase d'écriture, fait ma propre enquête et puis de distinguer ce qui pouvait relever d'un récit, d'une réécriture, et ce qui était sincère. Et chez Anne Hidalgo, malgré tout, là où elle est très sincère dans ce livre, parce qu'on voit bien, oui, elle sincère, a une revanche à prendre. Alors, sauf un moment, c'est ce qui m'a effectivement intrigué, elle parle d'une phrase au cours qu'elle aurait entendue, ou qu'on lui a été rapportée de la campagne municipale à Paris, où Nathalie Kosciusko-Morizet aurait dit, mais ce match entre Anne Hidalgo et moi, c'est le match de la star et de la concierge. La star et la concierge. Bon. J'ai fait l'enquête, j'ai pas retrouvé cette phrase, effectivement. Donc effectivement, et là, on est dans le storytelling. C'est ce qu'elle a cru entendre. C'est peut-être ce qu'elle a cru entendre, et c'est peut-être ainsi qu'elle... Ou c'est quelque chose qu'elle a vécu, mais qui ne correspond pas à une réalité. Elle l'a entendu au cours de son parcours. C'est-à-dire, une des phrases fondatrices de son parcours, c'est ce professeur qui lui dit, devant son père, c'est pas très bonne idée que votre fille, Anne, fasse des études supérieures. Secrétaire de direction, ce serait déjà très très bien. Donc elle a entendu quand même ces phrases-là. Et c'est vrai qu'ensuite, elle pense peut-être l'entendre. Elle pense que c'est le rapport, la manière dont les gens se comportent avec elle. Par contre, il y a quelque chose qui sonne de beaucoup plus vrai chez Elisabeth Moreno. Là, oui. elle a réussi. Elle a toujours été bloquée par le plafond de verre, alors qu'elle faisait plus et mieux. Ça sonne plus vrai. Elle est oui, parce qu'il y a cette anecdote qu'elle raconte. Elle arrive avec ses parents, il est très en région parisienne, et elle à l'école avec sa sœur un matin, et effectivement, un gamin de son école l'agresse en lui disant « mais ta peau est noire, c'est de la merde ». Donc ça, on le voit, quand elle le raconte encore aujourd'hui, elle l'a vécu, voilà. C'est puissant. Puis après, ce plafond de verre, elle l'a vécu en tant que femme qui... parce qu'elle a une très belle réussite dans le monde de l'entreprise, s'est retrouvée parfois bloquée parce qu'on disait mais double peine, femme et immigrée. Double peine, voilà, femme et immigrée. Alors il y a Manuel Valls aussi qui le raconte très bien, et on sent que, alors
vraiment Manuel Valls, il a pris une distance avec tout ça, mais peut-être que lui ne l'a pas vécu de la même manière, parce qu'il était quand même dans un milieu artistique. Il côtoyait des intellectuels formidables, comme Yankelevitch, enfin, son père avait des amis proches qui étaient quand même à Paris, des gens qui comptaient, comme on dit dans le milieu universitaire. Et Dieu sait que c'est important à Paris. Donc, il ne l'a pas vécu de la même manière, bien qu'il n'y ait pas eu vraiment... Oui, alors même si... Et il est très résilient. Oui, même si en dépit de cette histoire familiale, il raconte quand même qu'au sein même du Parti socialiste, certains le prenaient un peu de haut, parce qu'il n'avait pas fait l'ENA, donc on ne le considérait pas comme un intellectuel. Mais il raconte comment lui a justement réussi à vaincre ça en se faisant élire. C'est vrai que l'élection, cette méritocratie politique... Il y a eu ce débat au moment de sur la question du cumul des mandats. Mais c'est vrai que pour toutes ces générations-là d'hommes et de femmes politiques, être élu à la tête d'une mairie, député, c'est vrai que ça a été un moyen. Il y a une méritocratie militante politique qui a existé et qui a permis à un Valls, notamment, ou un Darmanin, de passer outre les usages et les bienséances. Mais tout en quand même en étant bloqué un moment par les énarques de leur propre camp, parce que c'est ce qu'ils racontent. On n'est pas sorti de la botte, on n'est pas dans l'aristocratie du tout État, on va le dire comme ça. Alors, il y en a un vraiment dont les propos sonnent plus vrais, qui semble totalement désinhibé par rapport à cela, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'il a le recul maintenant. Alors lui, c'était très étonnant. C'est la première fois que je le vois s'ouvrir comme ça et en quelque sorte se déballonner. Oui, il m'a accordé pas mal de temps. C'est très très intéressant parce que ça explique bien qui il est. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'il confesse tout. Alors, effectivement, il y a une part d'ironie aujourd'hui un peu amère quand il dit, vous voyez, la manière dont on m'a traité, comparé à mes adversaires, il ne les cite pas, mais on sent qu'à un moment il fait référence à Alain Juppé. Il me dit, mais qu'est-ce qu'on dit de tous ces gens qui sont sortis de la méritocratie française? Ils sont intelligents. Et moi, qu'est-ce qu'on dit de moi? J'ai de l'énergie. On me reconnaît l'énergie, jamais de l'intelligence. Donc j'ai eu de l'énergie. Donc, ce qui est frappant chez Sarkozy aussi, c'est que alors il dit, moi voilà, j'ai contourné ça, je me suis engagé dans un parti politique à l'époque plutôt bonapartiste qui reconnaissait plutôt l'énergie plutôt que les diplômes, la volonté plutôt que les diplômes et la naissance. Et puis on ne voulait pas m'inviter à dîner, je venais avec les couverts, la nappe, voilà, il en parle très librement. Il parle aussi du déclassement qu'il a vécu après le divorce de ses parents, peut-être un sentiment de revanche à prendre, et puis il parle de quelque chose qui est quand même assez troublant, qui est le mépris intellectuel dans notre pays, parce que oui, c'est le seul qui l'évoque de cette façon. C'est une caractéristique de la France. On a reproduit les avant-gardes intellectuelles, notamment politiques et intellectuelles, ont reproduit un esprit aristocratique. Il y a les idées nobles et les idées viles. Il y a ceux qui ont la carte pour parler de certains sujets et ceux qui ne l'ont pas. Et lui, quand je lui demande à Nicolas Sarkozy quelle est la plus grosse humiliation que vous ayez subie, il me dit, mais c'est un article du Nouvel Obs quand j'ai été président de la République. Mais je me dis, mon Dieu, un article du Nouvel Obs. Le fameux épisode de la princesse de Clèves. Effectivement, il a fait ses déclarations sur la princesse de Clèves en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on attendait des fonctionnaires qui passaient les concours de connaître la princesse de Clèves, ce qui peut se concevoir d'ailleurs. Le Nouvel Obs avait écrit un article pour dresser la liste des livres que Nicolas Sarkozy devrait lire. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé le journaliste qui avait écrit l'article, Jacques Drayon, qui m'a dit avoir même envoyé à l'Élysée la liste des livres. Et effectivement, quand je parle aujourd'hui à Nicolas Sarkozy de ce sujet, on est frappé d'ailleurs chaque fois qu'on le voit. Il a lu beaucoup, il lit beaucoup, il va lire beaucoup. Il lit, m'a-t-il dit, 50 pages par jour. Et je ne peux pas m'empêcher que cet article il met en avant résonne encore en lui. Il y a quelque chose. Je pense que quand il nous a manqué quelque chose dans ce parcours, c'est ce qu'il nous explique tous, ces personnages dans ce livre, on veut rattraper. Jusqu'à la fin de sa vie, on veut prouver et rattraper. La blessure, elle est quand même là. Alors, c'est vraiment un des meilleurs portraits que j'ai lus de Nicolas Sarkozy. Pour une fois, il laisse tomber son arrogance,
il fait un mea culpa sur ses erreurs. C'est vraiment très passionnant. Alors, il y en a un autre aussi, qui est tel qu'en lui-même, Tapie. Alors, Bernard Tapie, nanar, vous ne croyez pas qu'on en a fait quand même un peu trop à son décès, quand même le journal de 20 heures ne nous a pas tenus informés de rien d'autre. Enfin, c'est pas Mandrin, c'est pas Jean Valjean, c'est pas Robin des Bois. Oui, mais les Français s'intéressent à Bernard Tapie. Pourquoi sa mort a rencontré un tel écho? C'est pas parce que seulement les médias décident d'en parler. C'est que Tapie, c'est une histoire française. C'est l'ascension sociale. Tapie, il a raconté aux Français une histoire, qui est en partie vraie d'ailleurs, qui est l'ascension sociale, freinée, en bloquée partie, par merci moments, pour la précision. avec tout ce qu'elle comporte. Pinault dit que j'interroge sur Bernard Tapie, mais peut-être que s'il avait eu les bons garde-fous, peut-être serait-il devenu président de la République. L'histoire de Tapie, elle est l'histoire de l'ascension sociale française et du parcours de ces personnages qui sont passés par l'escalier de service. Et Tapie, effectivement, il a franchi la ligne jaune assez souvent, parce que je pense qu'il n'avait pas les codes, les repères. Et c'est ce qui l'a rendu sympathique? Je l'ai vu beaucoup à la dernière année, et quand je lui ai dit, mais quelle est la chose la plus humiliante que vous avez vécue dans votre vie? C'est quand même très fort ce qu'il dit, mais quand je suis entré au Baumette, les prisonniers m'ont applaudi, ils m'ont pris pour un des leurs. Et là, ce jour-là, je me suis dit, il y a eu une erreur d'aiguillage. Très, très, très belle conclusion sur Tapie. Alors, vous, en fait, ce que l'on ressent dans votre livre, c'est que vous vous dites on est plus dans une société de défiance, telle que la décrivent Yann Algan et Pierre Cahuc dans leur ouvrage, que dans une société de bienveillance dont a beaucoup parlé le président de la République actuelle, Emmanuel Macron. C'était un des thèmes, la bienveillance de sa campagne. Nous restons largement, la Révolution française n'a pas été terminée, nous restons largement une société aristocratique, une société hiérarchisée, une société de rente, de connivence et de caste. Et je dirais que qui entretient, puisque c'est dans la structure même de notre société, qui entretient ce sentiment du mépris. Alors, pour conclure, vous dites qu'il y a quand même un mépris de droite et un mépris de gauche. Et que le mépris de la gauche, est peut-être plus intellectuel. Plus intellectuel et plus blessant. Oui, parce que dit Manuel Valls, c'est un mépris qui s'exprime au nom du bien et d'une idée du beau et du vrai, et que il fait d'autant plus mal. Ça, c'est un homme de gauche qui le dit, Manuel Valls. Merci Sébastien Le Foll. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Reste à ta place, ce qu'il ne faut jamais faire. Surtout pas. C'est publié chez Albin Michel et c'est un livre passionnant que je vous recommande. Merci.